Vendredi saint. 16h45. La pluie battait contre les immenses baies vitrées du 45e étage de la tour First, noyant Paris dans un voile gris et mélancolique. J'aime cette tour. J'aime sa froideur, sa hauteur, son détachement du monde réel. Ici, dans la salle du conseil d'administration d'Aurelia Biosciences, l'air est toujours filtré, la température toujours maintenue à 21 degrés précis, et le silence n'est brisé que par le froissement des contrats à plusieurs millions d'euros. Je venais de poser mon stylo Montblanc sur le cuir grainé de la table de conférence. En face de moi, les avocats du groupe pharmaceutique suisse avec lequel nous fusionnions me regardaient avec un mélange de respect et de crainte. Je suis Bérénice Delacroix, 36 ans, PDG d'une des entreprises de biotechnologie les plus prometteuses d'Europe. J'ai construit cet empire à la force de mes poignets, sans héritage, sans réseau, sans rien d'autre que ma rage et mon intelligence. Mais à cet instant précis, alors que je devais savourer le triomphe d'une décennie de travail acharné, mon téléphone personnel a vibré. Une seule fois. Une vibration courte, sèche, presque agressive sur le verre trempé de la table. Ce n'était pas mon téléphone professionnel. Personne n'a ce numéro, à part une poignée de personnes. Ma directrice de cabinet, mon médecin, et ma famille. J'ai senti un nœud se former instantanément dans mon estomac. Ce n'était pas de l'appréhension. C'était un réflexe pavlovien. Depuis 30 ans, chaque interaction avec eux était synonyme de douleur, de demande d'argent ou d'humiliation. J'ai excusé mes interlocuteurs d'un hochement de tête et j'ai retourné l'écran. Le message s'est affiché dans toute sa brutalité. Il venait du groupe de discussion famille Delacroix. L'expéditeur était Faustine. Ma petite sœur. Mon opposé. Mon bourreau. Le texte disait « Chère Bérénice, pour le gigot d'agneau de ce dimanche, on a invité des amis très influents d'Amaury. Franchement, ne viens pas. Tes vêtements sentent toujours le renfermé et les produits chimiques de ton labo, et ta vieille Peugeot fait tache devant la maison. On veut une ambiance classe et détendue. Reste dans ton HLM, tu nous fais honte. Bisous. » J'ai relu le message 3 fois. Chaque mot était une gifle. Renfermé. HLM. Honte. Une seconde notification a suivi immédiatement. Une alerte de ma banque privée. Virement reçu de maman, 50 €. Libellé, pour tes chocolats. Puis, le coup de grâce, un message de ma mère dans le même groupe. Ta sœur a raison, ma chérie. Achète-toi des chocolats et reste te reposer. Ne gâche pas la fête de Faustine, elle a tellement travaillé pour que tout soit parfait. J'ai levé les yeux vers mon reflet dans la vitre sombre. Je portais un tailleur Saint-Laurent sur mesure, noir, coupe-rasoir, d'une valeur de 4 500 €. À mon poignet, une Cartier Tank en or blanc que je m'étais offerte pour célébrer mon premier brevet international. Mes chaussures étaient des escarpins italiens faits main. Mais pour eux, je n'étais que Bérénice la ratée. Bérénice la célibataire aigrie. Bérénice la scientifique ennuyeuse qui vivait probablement dans un studio miteux en banlieue parisienne. Il ne savait rien. Absolument rien. Avant de poursuivre et de vous raconter comment j'ai transformé ce déjeuner de Pâques en la plus grande scène de crime émotionnel de l'histoire de ma famille, je voudrais m'adresser à vous. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Je lis tous vos commentaires, alors manifestez-vous. Je suis resté immobile, le téléphone brûlant mes doigts. Reste à ta place. C'était la phrase clé. Pendant des années, j'avais accepté cette place. La place de l'ombre. La place du chéquier silencieux. La place de la bête de somme qui travaille pendant que la princesse danse. Mais cet après-midi-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la tristesse. Je n'avais plus de larmes pour eux depuis longtemps. C'était quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus tranchant. C'était une décision clinique, chirurgicale. J'ai regardé les visages de mes directeurs autour de la table. Ils attendaient mes instructions pour la fusion. Mon directeur financier, inquiet de mon silence prolongé et de la pâleur soudaine de mon visage, a osé intervenir. « Madame la présidente ? Tout va bien ? » J'ai éteint l'écran de mon téléphone avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'ai pris une profonde inspiration,
L'odeur du cuir et de l'encaustique remplissant mes poumons, et j'ai souri. Un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Un sourire de requin. La réunion est terminée, ai-je dit d'une voix parfaitement posée. Je dois préparer un déplacement familial urgent. Il semble que j'ai un repositionnement stratégique majeur à effectuer ce week-end. J'ai tapé une réponse rapide à ma famille. 2 mots. 2 simples mots qui allaient sceller leur destin et marquer le début de leur fin. C'est noté. Je n'ai pas pleuré. Les PDG ne pleurent pas quand on les insulte. Ils préparent des dossiers. Ils montent des stratégies. Ils écrasent la concurrence. Et ce week-end, la concurrence, c'était ma propre sœur. J'ai rangé mes affaires, salué mes collaborateurs, et je suis sorti de la salle de réunion, mes talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. La guerre était déclarée. En rentrant chez moi ce soir-là, le silence de mon appartement du 16e arrondissement m'a semblé différent. D'habitude, j'aimais ce calme. C'était le silence de la réussite, le silence durement gagné après des journées de 14 heures. L'ascenseur privé s'est ouvert directement dans mon entrée en marbre blanc. La vue imprenable sur la tour Eiffel, qui commençait à scintiller au loin sous la pluie battante, m'accueillait comme une vieille amie. L'odeur subtile des bougies baobab au parfum d'ambre et de figues flottait dans l'air. C'était mon sanctuaire. C'était mon empire. Mais ce soir, les mots de Faustine résonnaient contre les murs épurés, rebondissant sur les œuvres d'art contemporain que je collectionnais. Tu nous fais honte. J'ai posé mon sac Hermès sur la console et je me suis dirigé vers la cuisine. Je me suis servi un verre de vin rouge, un Château Margaux 2015 que je n'aurais jamais osé ouvrir en leur présence. S'ils savaient que je possédais une telle bouteille, ils l'auraient bu comme du jus de raisin bon marché, sans en apprécier la moindre nuance, tout en critiquant mon choix de verre. Je me suis assise dans le grand fauteuil en cuir face à la baie vitrée, mais je ne regardais pas Paris. Je regardais en arrière. J'avais besoin de me souvenir. J'avais besoin de raviver la flamme de ma colère pour ne pas flancher demain. Je me suis levée et je suis allée vers mon bureau personnel. Derrière un tableau abstrait de Soulages, il y avait un coffre-fort. J'ai composé le code. Le déclic métallique a résonné lourdement. À l'intérieur, il n'y avait pas que des bijoux ou des liquidités. Il y avait mon musée des cicatrices. J'ai sorti une vieille photo Polaroid, aux bords jaunis et écornés. J'avais 12 ans. Sur la photo, je me tenais seule devant l'école, sous un ciel gris, serrant contre moi un trophée de mathématiques en plastique doré, presque aussi grand que moi. Je portais une robe démodée, trop grande, récupérée d'une cousine éloignée. Mes parents n'étaient pas sur la photo. Ils n'étaient pas venus ce jour-là. Je me suis souvenu de l'attente. J'avais scruté le portail de l'école pendant 2 heures, espérant voir la vieille Renault de mon père. J'avais imaginé leur fierté. J'avais préparé ce que je leur dirais. Maman, papa, j'ai gagné le concours national. Mais ils ne sont jamais venus. Quand je suis rentrée à pied, trempée jusqu'aux os, serrant mon trophée, j'ai trouvé la maison vide. Ils avaient laissé un mot sur la table de la cuisine, on est parti au concours de danse de Faustine. Il y a du jambon dans le frigo. Faustine avait 6 ans à l'époque. Elle avait fini dernière de son concours, trébuchant sur ses propres pieds. Mais pour la consoler, il l'avait emmenée chez Disney tout le week-end. Moi, j'avais passé mon week-end seul, à manger du jambon froid et à regarder mon trophée. Quand ils sont rentrés le dimanche soir, ma mère m'avait à peine regardé. Les maths, ça rend les filles pas jolies, Bérénice, m'avait-elle dit en me voyant faire mes devoirs sur la table de la cuisine. Tu fronces trop les sourcils. Tu vas avoir des rides avant 20 ans. Regarde ta sœur, elle rayonne. Toi, tu es terne. J'ai reposé la photo, la gorge serrée. 24 ans plus tard, rien n'avait changé. J'étais toujours la terne. Faustine était toujours la rayonnante. Sauf que maintenant, la terne dirigeait une multinationale et la rayonnante vivait au crochet de ses parents et de ses maris successifs. J'ai pris un autre document dans le coffre. Une lettre froissée, datée d'il y a 5 ans. L'avis d'expulsion de mes parents. Saisie immobilière imminente. Ils avaient tout perdu. Faustine, qui se prenait déjà pour une génie de la finance après avoir lu 2 articles sur Internet,
avait convaincu mon père d'investir l'intégralité de sa prime de départ à la retraite dans un schéma pyramidal douteux. Une arnaque classique. En 6 mois, les économies d'une vie s'étaient volatilisées. Ils étaient à la rue. Littéralement à la rue, avec leurs meubles sur le trottoir. Qui les a sauvés? Qui a passé des nuits blanches à négocier avec les huissiers? Qui a payé les avocats? Qui a racheté leurs dettes toxiques auprès de la banque? Moi. Mais je l'ai fait dans l'ombre. Je ne voulais pas les humilier. Je ne voulais pas qu'ils sachent que leur fille ratée était leur sauveuse. J'ai créé une société civile immobilière écran pour racheter leur maison de Versailles. J'ai demandé à la banque d'envoyer un courrier officiel disant qu'un moratoire exceptionnel avait été accordé par un fonds de solidarité anonyme. Je voulais sauver leur dignité. Je voulais qu'ils gardent la tête haute devant leurs voisins. Quelle erreur! Quelle monumentale et tragique erreur! Au lieu d'être humbles, au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ils sont devenus arrogants. Ils ont cru que c'était leur destin d'être sauvés, que le monde leur devait tout. Ils ont interprété ce miracle comme une validation de leur mode de vie. Et moi, pendant ce temps, je continuais à payer leur toit, leur chauffage, l'entretien du jardin, et même les vacances de Faustine à Ibiza ou à Mykonos, sous prétexte de bonus exceptionnels versés par l'État que j'inventais de toutes pièces et que je leur virais depuis des comptes anonymes. J'ai caressé le titre de propriété original, le papier épais et texturé sous mes doigts. En haut de la page, en lettres noires et grasses, propriétaire unique, Bérénice Delacroix. Le papier était froid, mais il m'a brûlé comme s'il était incandescent. Ils vivaient chez moi. Ils mangeaient grâce à moi. Ils dormaient sous mon toit. Et ils osaient me dire que je leur faisais honte? Ils pensaient que j'étais une ratée parce que je ne portais pas de logos énormes sur mes vêtements. Ils pensaient que j'étais pauvre parce que je ne postais pas ma vie sur Instagram. Ils confondaient discrétion et pauvreté. Ils confondaient classe et étalage. Ils étaient l'incarnation de la vulgarité, et ils osaient me donner des leçons d'élégance. J'ai fini mon verre de Margot d'un trait. L'alcool a réchauffé ma gorge, mais pas mon cœur glacé. Mon téléphone a vibré à nouveau sur la console. Une notification Instagram de Faustine. J'ai ouvert l'application. Une photo d'elle et de son mari actuel, Amaury, tenant des coupes de champagne bon marché dans le salon de mes parents. Légende, préparation d'une Pâques exclusive. Désolé pour les jaloux et les rageux qui ne sont pas invités. On reste entre gens de qualité. #Viedrev, #Family First, #No-Negativity, #Luxe. J'ai ri. Un rire sec, sans joie, qui a résonné étrangement dans le grand salon vide. Profite bien, petite sœur, ai-je murmuré à la pièce vide, mon reflet dans la vitre me renvoyant l'image d'une femme prête au combat. Profite de ton champagne tiède et de tes illusions. Parce que demain, la réalité va venir frapper à ta porte. Et elle ne sera pas polie. Elle aura mon visage. Samedi matin. 9h00. J'étais à mon bureau, au siège d'Aurélia Biosciences à La Défense. J'aime le bureau le samedi. C'est le seul moment où je peux réfléchir sans être interrompu toutes les 5 minutes par des réunions, des appels ou des urgences. La tour était silencieuse, une cathédrale de verre et d'acier endormie au-dessus de la fourmilière parisienne. La lumière du matin inondait mon bureau d'angle, jouant sur les surfaces laquées et les œuvres d'art minimalistes. J'étais plongé dans la révision des clauses de garantie de passif du contrat de fusion quand l'interphone de la sécurité a brisé le silence feutré. Madame Delacroix? Ici le poste de garde du rez-de-chaussée. Désolé de vous déranger le week-end. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. Oui, Patrick? Qu'y a-t-il? Il y a, 2 personnes qui insistent pour monter. Une certaine Faustine et son époux. Ils sont très agités. Ils disent qu'ils sont de votre famille proche et qu'il s'agit d'une urgence médicale vitale. Ils menacent de faire un scandale si on ne les laisse pas passer. J'ai froncé les sourcils. Une urgence médicale? À La Défense? Un samedi matin? C'était absurde. Mais je connaissais Faustine. Elle était capable de tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle avait probablement vu sur mon profil LinkedIn, qu'elle ne consultait jamais d'habitude, que je travaillais ici. Mais qu'avait-il lu exactement?
Probablement juste le nom de l'entreprise. Dans leur esprit étriqué, Bérénice qui travaille chez Aurélia voulait dire Bérénice est secrétaire, assistante, ou peut-être technicienne de surface. Il venait sûrement pour m'emprunter de l'argent, comme d'habitude. L'excuse médicale était un classique de Faustine pour contourner les barrages. Laissez-les monter, ai-je dit après une courte pause. Mais Patrick, envoyez un agent de sécurité avec eux dans l'ascenseur. Et prévenez mon assistante, Kenza, qu'elle se tienne prête. Bien reçu, Madame la Présidente. 5 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur privé, réservées aux membres du comité exécutif, se sont ouvertes avec un chuintement doux. Faustine est sortie la première, marchant comme si elle possédait les lieux, ses talons claquant bruyamment sur le parquet en chêne clair. Elle portait des lunettes de soleil énormes, ridicules à l'intérieur, un faux sac Birkin orange criard au bras qu'elle arborait comme un trophée, et mâchait un chewing-gum de manière agressive, la bouche ouverte. Amaury, son mari, la suivait comme un petit chien, les yeux écarquillés, tournant la tête dans tous les sens, visiblement impressionné par le luxe discret mais omniprésent du couloir. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. J'étais assise derrière mon immense bureau en chêne massif, le dossier de mon fauteuil ergonomique tourné vers la baie vitrée, regardant l'horizon. Je voulais qu'ils s'imprègnent de l'endroit. Putain, c'est dingue ici, a chuchoté Amaury, sa voix résonnant trop fort. Regarde ces tableaux. Ça doit valoir une blinde. Ta sœur, elle doit se taper le patron pour bosser dans un endroit pareil. Ou alors elle fait le ménage pour des riches. Tais-toi, a sifflé Faustine, agacée. Elle est sûrement juste la femme de ménage du week-end ou l'assistante qui trie le courrier en retard. Bérénice. Bérénice, où es-tu? On n'a pas toute la journée. On a un brunch important après. J'ai pris une profonde inspiration, savourant l'instant. J'ai posé mes mains à plat sur le bois verni de mon bureau. Et j'ai fait pivoter mon fauteuil lentement, très lentement. Leur réaction a valu tous les millions du monde. C'était un moment de cinéma. Faustine a laissé tomber ses lunettes de soleil sur le tapis épais. Amaury a ouvert la bouche comme un poisson hors de l'eau, ses yeux manquant de sortir de leurs orbites. J'étais là, trônant au centre de la pièce, parfaitement calme, avec le logo doré d'Aurélia Biosciences, un phénix stylisé renaissant de ses cendres occupant tout le mur derrière moi, auréolant ma silhouette. Bonjour, Faustine. Bonjour, Amaury. Ma voix était calme, posée, autoritaire. Ce n'était pas la voix de la grande sœur effacée qu'il connaissait. C'était la voix que j'utilise pour négocier avec des ministres ou pour licencier des cadres incompétents. Qu'est-ce que tu fous là? A bégayé Faustine en reculant d'un pas, manquant de trébucher sur ses propres pieds. Pourquoi tu es assise sur le fauteuil du PDG? Descends de là tout de suite avant qu'on appelle la sécurité. Tu es folle ou quoi? Tu vas te faire virer. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. J'ai croisé les doigts, posant mon menton dessus. Je suis la PDG, Faustine. C'est mon bureau. C'est mon immeuble. Et c'est mon entreprise. Le silence qui a suivi a duré 5 secondes interminables. On aurait pu entendre une mouche voler. L'information semblait trop grosse pour pénétrer leur cerveau. Puis, Amaury a éclaté de rire. Un rire nerveux, stupide, incrédule. C'est une blague, hein? Caméra cachée? Bérénice la coincée qui dirige une multinationale? Laisse tomber, chérie, elle garde les lieux pour le patron pendant qu'il joue au golf. Allez Bérénice, arrête tes conneries, dis-nous où est la machine à café. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone sans quitter Amaury des yeux. Kenza? Pouvez-vous apporter le rapport annuel audité et 2 cafés, s'il vous plaît? Ah, et demandez à la sécurité de rester à proximité de la porte. Ma directrice de cabinet, Kenza, une femme impeccable de 50 ans, élégante et intimidante, est entrée 10 secondes plus tard avec un plateau d'argent. Elle a posé les tasses en porcelaine fine devant eux et a déposé le lourd document relié sur mon bureau. Voici, Madame la Présidente. Le conseil d'administration a confirmé votre réélection à l'unanimité ce matin. Avez-vous besoin d'autre chose? Merci, Kenza. Ce sera tout. Faustine a viré au blanc spectral. Elle a regardé Kenza,
dont le professionnalisme ne laissait aucune place au doute, puis moi, puis le nom gravé sur la plaque de laiton posée sur le bureau, Bérénice Delacroix, présidente directrice générale. Elle a pris le rapport annuel. Ses mains tremblaient. Elle a lu la première page. Sa respiration s'est accélérée. Le mépris sur son visage s'est transformé, sous mes yeux, en quelque chose d'encore plus laid, d'encore plus viscéral, la cupidité pure. Elle ne voyait plus sa sœur. Elle voyait un distributeur automatique de billets géants. Le choc passé, Faustine a opéré une transformation digne d'une actrice hollywoodienne de série B. C'était fascinant et terrifiant à observer. Son visage s'est adouci instantanément, ses traits se sont détendus, et un sourire mielleux, presque écœurant, s'est dessiné sur ses lèvres glossées. Elle s'est avancée, repoussant Amaury du coude comme un objet encombrant, et a posé ses mains manucurées sur le bord de mon bureau, envahissant mon espace personnel. Bérénice. Ma sœur adorée. Mais c'est incroyable. Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? On est une famille, on se dit tout, non? C'est fantastique. Je savais que tu avais du talent, je l'ai toujours dit à maman. Elle a contourné le bureau pour essayer de m'embrasser, de me faire la bise comme si nous étions les meilleurs amis du monde. J'ai levé une main froide, paume ouverte, pour l'arrêter net. Assieds-toi, Faustine. Ne me touche pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas venu ici un samedi matin pour admirer la vue ou pour me féliciter d'une réussite dont vous ignoriez l'existence il y a 2 minutes. Elle s'est rassise, nullement décontenancée par ma froideur. Elle a fouillé dans son faux sac Hermès, cherchant fébrilement quelque chose. Elle en a sorti un dossier cartonné rose bonbon, orné de paillettes et d'autocollants, qui jurait atrocement avec l'élégance sobre de mon bureau. C'est le destin, Bérénice. Vraiment, c'est un signe de l'univers. On venait te voir pour te demander un petit service, peut-être quelques centaines d'euros pour une urgence, mais là, ça change tout. L'univers nous a réunis ici pour une raison. Elle a ouvert le dossier avec théâtralité. À l'intérieur, c'était le vide intersidéral. Quelques photos découpées maladroitement dans des magazines de mode, collées de travers sur des feuilles A4. Pas de texte, pas de chiffres, pas de stratégie. Voilà, je lance ma marque. Faustine Beauty. C'est un concept révolutionnaire. Des vêtements de luxe et des cosmétiques pour les femmes qui ont de la classe. Comme moi. Et comme toi, maintenant que je te vois bien. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour le démarrage. Un capital d'amorçage, comme on dit dans votre milieu. Combien? Ai-je demandé, en feuilletant le dossier du bout des doigts, comme s'il était contaminé. Pas de business plan, pas d'étude de marché, pas d'analyse de la concurrence. Juste des rêves de grandeur d'une enfant gâtée. Oh, 3 fois rien pour toi, vu où on est. Vu cette tour, vu tes fringues. 2 millions d'euros. J'ai failli m'étouffer avec ma salive. Elle demandait 2 millions d'euros comme on demande une baguette de pain à la boulangerie. Sans sourciller. 2 millions, a répété Amaury, prenant de l'assurance en voyant que je n'avais pas encore explosé de rire. C'est le minimum pour le stock, la location de la boutique sur les Champs-Élysées. On a déjà repéré un local et bien sûr, nos salaires de directeur. On a besoin de voitures de fonction aussi. Porsche, de préférence. Ça fait sérieux pour les clients, ça montre qu'on a du succès. L'image, c'est tout. J'ai refermé le dossier doucement. J'ai croisé les mains sur le bureau et je les ai regardées, l'un après l'autre. Laissez-moi résumer la situation pour être sûr de bien comprendre. Hier, à 16h45, tu m'envoies un message pour me dire que je pue, que je suis une honte, que je m'habille mal et que je ne dois surtout pas venir au déjeuner de Pâques. Aujourd'hui, tu découvres par hasard que j'ai de l'argent, beaucoup d'argent, et soudain, je deviens ta sœur adorée, ta banque personnelle, ton investisseur providentiel? Faustine a eu l'audace de lever les yeux au ciel et de soupirer, comme si j'étais celle qui était déraisonnable. Oh, ça va, c'était pour rire. Tu n'as aucun humour, c'est ton problème depuis toujours. Tu prends tout au premier degré. Allez, fais le chèque. C'est la moindre des choses. Tu as réussi, nous non. C'est injuste. La vie a été dure avec nous. Tu nous dois bien ça.
Maman et papa ont tout sacrifié pour toi, pour que tu puisses faire tes études. Sacrifié pour moi? Ai-je répété, ma voix montant d'un octave, la colère froide commençant à se fissurer. Ils n'ont pas payé un centime de mes études. J'ai travaillé la nuit dans des entrepôts frigorifiques à Rungis pour payer ma fac pendant que tu allais en vacances à Ibiza avec leur argent. J'ai porté les mêmes chaussures pendant 3 ans pour économiser. Le passé, c'est le passé. A coupé Faustine, agacée, tapant du poing sur la table. Tu vas nous aider ou pas? Si tu ne le fais pas, je dirai à tout le monde que tu es une égoïste qui laisse sa propre sœur dans la misère pendant qu'elle se prélasse dans une tour d'ivoire. Je te détruirai sur les réseaux sociaux. Je ferai des vidéos TikTok en pleurant, je dirai que ton entreprise teste des produits sur des bébés phoques ou des orphelins s'il le faut. Je contacterai la presse à scandale. C'était du chantage. Pur et simple. Elle me menaçait dans mon propre bureau, sous l'œil des caméras de sécurité. J'ai souri. Cette fois, c'était un vrai sourire. Le sourire du prédateur qui voit la proie entrer volontairement dans le piège. La réponse est non, Faustine. Pas un centime. Pas 1 euro. Pas même un centime rouge. Et maintenant, sortez. Vous souillez mon bureau. Vous souillez l'air que je respire. Faustine s'est levée d'un bond, renversant sa chaise qui est tombée avec fracas. Tu vas le regretter, salope. Tu vas tellement le regretter. Tu crois que tu es intouchable? Attends de voir. On est ta famille, on a des droits. Elle a attrapé le bras d'Amaury, ses ongles s'enfonçant dans sa chair, et ils sont sortis en trombe, hurlant des insultes dans le couloir, bousculant Kenza au passage, jusqu'à ce que la sécurité les escorte fermement dehors. Je suis restée seule, le cœur battant à tout rompre. Je savais qu'elle ne s'arrêterait pas là. Faustine n'acceptait jamais le non. Le refus était pour elle une insulte personnelle. Elle allait faire quelque chose de stupide. De très stupide. De criminel. Et j'allais être prête. Je fais une pause ici. Soyez honnête avec moi dans les commentaires, si votre frère ou votre sœur vous avait traité comme ça toute votre vie, puis venait vous demander 2 millions d'euros en vous insultant, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous donné un peu d'argent pour avoir la paix? Ou auriez-vous fait exactement comme moi? J'attends vos réponses avec impatience. Je suis restée au bureau tard ce samedi-là. Je ne voulais pas rentrer chez moi tout de suite. Je voulais surveiller. J'avais l'intuition que la tempête n'était pas finie. Vers 19h, alors que je mangeais une salade composée insipide devant mon ordinateur, mon téléphone personnel a commencé à s'affoler. Non pas des appels, mais des alertes de sécurité. Des notifications push rouges, clignotantes. Alerte Crédit Mutuel, demande de prêt à la consommation de 50 000 € en cours de validation. Alerte American Express, tentative de débit de 4 500 €, boutique Louis Vuitton, Champs-Élysées. Alerte Service Leasing Porsche France, validation de contrat pour Porsche Cayenne Turbo, 2 800 € mois. Premier loyer majoré de 15 000 €. Je regardais les notifications défiler, fasciné par leur stupidité et leur audace. Ils n'avaient pas perdu de temps. Furieux de mon refus, humiliés par mon succès, ils avaient décidé de se servir eux-mêmes. Ils avaient décidé de prendre ce qu'ils estimaient leur revenir de droit. Comment? C'était d'une simplicité enfantine pour quelqu'un comme Faustine. Ma vieille chambre chez mes parents. Je n'y avais pas mis les pieds depuis des années, elle servait de débarras, mais je savais qu'il restait de vieux papiers dans les cartons poussiéreux du grenier. Des relevés de notes, peut-être une copie certifiée de mon acte de naissance, et surtout, mes anciennes fiches de paie d'étudiante où figurait mon numéro de sécurité sociale. Avec ces éléments, et en connaissant ma date de naissance et mon nom complet, il était facile de falsifier des demandes en ligne ou de tromper des vendeurs peu scrupuleux un samedi soir avant la fermeture. Ils utilisaient mes informations pour contracter des crédits à mon nom. C'était de l'usurpation d'identité. C'était du faux et usage de faux. C'était un crime fédéral passible de prison ferme. J'aurais pu appeler la banque et tout bloquer en 1 seconde. J'avais les numéros directs des directeurs. J'aurais pu appeler Faustine et lui hurler dessus pour qu'elle arrête. Mais non. C'était trop facile. C'était trop clément.
J'ai pris mon téléphone professionnel et j'ai appelé Maître Vernier, l'avocat en chef de mon entreprise, un homme redoutable qui mangeait des requins au petit déjeuner. Maître Vernier, désolé de vous déranger un samedi soir. J'ai une urgence personnelle qui nécessite votre expertise immédiate. Madame la Présidente, aucun problème. Je suis à votre disposition. Que se passe-t-il? J'ai besoin que vous contactiez le service des fraudes de la Banque de France et la Gendarmerie nationale. Il y a une usurpation d'identité en cours sur mes comptes personnels. Mais écoutez-moi bien, je ne veux pas que vous bloquiez les transactions tout de suite. Il y a eu un silence au bout du fil. Un long silence. Pardon? Vous voulez laisser les fraudeurs continuer? Vous voulez qu'ils dépensent votre argent? Exactement, ai-je répondu, ma voix tranchante comme un scalpel. Je veux qu'ils dépassent le seuil critique. Je veux que le montant soit suffisamment élevé pour que ce ne soit plus une simple erreur administrative ou un malentendu familial que l'on règle à l'amiable. Je veux que ce soit un crime majeur. Laissez-les signer le leasing de la Porsche. Laissez-les prendre les sacs Vuitton. Laissez-les commander le champagne. Je veux qu'ils aient les mains, les bras et le cou dans le pot de confiture quand le piège se refermera. Je veux des preuves irréfutables. Je veux des images de vidéosurveillance. Je veux des signatures électroniques tracées. C'est risqué, madame, a dit Vernier, une note d'admiration perçant dans sa voix professionnelle. Mais c'est machiavélique. J'adore. Je prépare le dossier pour le procureur de la République. Nous aurons les mandats d'arrêt prêts pour demain midi. Je vais réveiller le juge s'il le faut. J'ai raccroché. J'ai regardé une nouvelle notification apparaître, achat confirmé, champagne Ruinart, 800 €. Ils voulaient jouer aux riches avec mon argent? Très bien. Je vais leur offrir une expérience VIP complète, y compris le transport en voiture de police avec chauffeur et l'hébergement nourri logé par l'État. La nuit est tombée sur Paris. J'ai regardé les lumières de la ville scintiller comme des diamants froids. Demain, c'était Pâques. Le jour de la résurrection. Le jour du renouveau. Pour Faustine, Amaury et mes parents, ce serait le jour du jugement dernier. Et je serais le juge, le jury et le bourreau. Il me manquait une pièce au puzzle. Une pièce humaine. Les documents financiers étaient une chose, ils prouvaient le vol. Mais pour détruire l'image de sainte que Faustine s'était construite auprès de la famille, pour briser le mythe de la victime qu'elle entretenait depuis toujours, j'avais besoin de témoignages. J'avais besoin de boue. J'avais besoin de quelqu'un qui avait vu le monstre sans son masque. J'ai ouvert le tiroir sécurisé de mon bureau. J'ai sorti le dossier que le détective privé m'avait remis il y a 6 mois. Je ne l'avais jamais utilisé, par pitié, par lassitude, ou peut-être parce que j'espérais encore, naïvement, qu'elle changerait. Mais la pitié était morte hier soir à 16h45. Gatien. Le premier mari de Faustine. Il s'était marié il y a 5 ans. Un mariage éclair, fastueux, payé par mes parents, avec mon argent. 6 mois plus tard, il divorçait. Le scandale avait été retentissant. Faustine avait raconté à tout le monde, en pleurant des larmes de crocodile, que Gatien la battait, qu'il était alcoolique, joueur et violent. Elle avait joué la victime éplorée à la perfection. Elle avait obtenu la maison qu'il louait, la voiture, et une pension alimentaire qu'il ne pouvait pas payer. La famille l'avait banni. Gatien était devenu le paria, le monstre. La vérité? Le rapport du détective était clair et accablant. Gatien était un homme doux, ingénieur informatique brillant mais naïf, que Faustine avait manipulé, trompé avec son prof de gym, qui n'était autre qu'Amaury, et dépouillé méthodiquement. Elle s'était même frappée elle-même contre les murs pour simuler des bleus avant d'aller porter plainte à la police. J'ai trouvé l'adresse actuelle de Gatien dans le dossier. Un petit studio en rez-de-chaussée à Saint-Ouen, une banlieue populaire au nord de Paris. Loin, très loin de sa vie d'avant. J'y suis allé moi-même, avec mon chauffeur, vers 21h. La rue était sombre, mal éclairée. Quand il a ouvert la porte, j'ai eu un choc. Gatien, autrefois un homme jovial et bien portant, ressemblait à un fantôme. Maigre, les yeux cernés, mal rasé, vêtu d'un pull troué au coude. L'odeur de tabac froid et de renfermé m'a sauté au visage. Bérénice?
a-t-il demandé, plissant les yeux comme s'il voyait une hallucination. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens m'insulter toi aussi? Tu viens vérifier si je suis bien mort? Non, Gatien. Je viens te proposer un marché. Je suis entré sans attendre son invitation. L'appartement était minuscule, encombré de cartons de pizza vides et de composants électroniques. C'était le refuge d'un homme brisé. Je sais tout, ai-je dit en posant le rapport du détective sur sa table bancale. Je sais qu'elle t'a piégé. Je sais qu'elle t'a ruiné. Je sais pour Amaury. Et je sais que tu es innocent. Il a regardé le dossier, puis moi. Ses lèvres ont tremblé. Il a éclaté en sanglots. Des sanglots longs, douloureux, rauques, qu'il retenait depuis des années. Il s'est effondré sur une chaise. Personne ne m'a cru, a-t-il balbutié entre deux hoquets. Personne. Même mes propres parents ont douté. Elle est tellement convaincante. Elle m'a tout pris, Bérénice. Je n'ai même plus de quoi payer le chauffage. Je suis fiché à la Banque de France à cause d'elle. Ma vie est finie. J'ai sorti mon chéquier de mon sac. J'ai écrit un montant qui a fait écarquiller ses yeux rougis. 50 000 €. C'est pour tes dettes immédiates. Et ceci, j'ai tendu une carte de visite noire et dorée, c'est pour ton avenir. J'ai besoin d'un chef de la sécurité informatique chez Aurélia. J'ai vu ton CV, tu es brillant. Le poste est à toi si tu le veux. 100 000 € par an, plus bonus. Il tremblait de tout son corps, tenant le chèque comme si c'était un objet sacré. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça maintenant? Parce que demain midi, je vais à Versailles pour le déjeuner de Pâques. Et j'ai besoin que tu viennes avec moi. J'ai besoin que tu regardes Faustine dans les yeux et que tu dises la vérité devant tout le monde. J'ai besoin que tu sois le témoin de sa chute. Es-tu prêt? Il a essuyé ses larmes d'un revers de manche. Il s'est redressé. Une lueur de rage froide s'est allumée dans ses yeux ternes, la même lueur que j'avais vue dans mon miroir plus tôt. Pour voir Faustine tomber? Pour voir cette sorcière payer? Je suivrai le diable en enfer, Bérénice. Je lui ai souri. Parfait. Alors mets ton plus beau costume, ou ce qu'il en reste. Demain, nous allons à la chasse aux œufs. Et crois-moi, les œufs que nous allons trouver sont pourris jusqu'à la moelle. Dimanche, 12h30. Le quartier résidentiel de Versailles était calme et bourgeois, baigné d'une lumière de printemps pâle après la pluie de la veille. Les cloches des églises sonnaient à la volée pour célébrer la résurrection. L'air sentait le lilas, l'herbe coupée et l'odeur riche du chocolat. Devant la maison de mes parents, cette maison dont je payais secrètement chaque brique, chaque tuile, chaque brin d'herbe, il y avait plusieurs voitures garées. La vieille Renault Scénic de mes parents, fatiguée et rayée. Et juste à côté, trônant comme une reine, une Porsche Cayenne turbo noire, flambant neuve, avec des plaques temporaires WW. Je l'ai reconnue immédiatement. La voiture louée frauduleusement à mon nom hier soir. Ils avaient osé. Ils étaient venus avec la preuve de leur crime, garés juste là, devant la maison, comme un trophée de chasse. C'était d'une arrogance stupéfiante. J'étais dans ma Maybach noire aux vitres teintées, un véhicule qui respirait le pouvoir silencieux. Mon chauffeur, un ancien de la Légion, conduisait avec une douceur extrême. À côté de moi, Gatien avait l'air nerveux, triturant ses mains. Il portait un costume Hugo Boss neuf que nous avions acheté en urgence le matin même dans une boutique ouverte le dimanche. Il était rasé, propre, transformé. Il ressemblait à nouveau à l'homme qu'il était avant Faustine. Prêt? Ai-je demandé en posant ma main sur son bras. Prêt, a-t-il répondu, la mâchoire serrée. Mon chauffeur a contourné la voiture et a ouvert la portière. J'ai ajusté ma robe. J'avais choisi une robe Dior architecturale, d'un blanc pur, éclatant. J'avais choisi le blanc exprès. Contrairement à leurs critiques sur mes vêtements noirs, je voulais être la lumière crue qui révèle la saleté. Le blanc est la couleur de l'innocence, de la vérité, et curieusement, la couleur du deuil dans certaines cultures asiatiques. C'était parfaitement approprié. Nous avons marché vers le portail en fer forgé. J'entendais des rires et des bruits de verre qui s'entrechoquent venant du jardin. Une musique de jazz légère flottait dans l'air.
J'ai poussé la grille qui a grincé légèrement. La scène qui s'est offerte à nous était digne d'une publicité pour une vie parfaite. Une longue table était dressée sous les cerisiers en fleurs, dont les pétales roses tombaient doucement comme de la neige. Une nappe blanche immaculée, l'argenterie de grand-mère, que j'avais rachetée chez un prêteur sur gage il y a 3 ans, des verres en cristal étincelant. Faustine présidait la table, rayonnante dans une robe à fleurs vaporeuses, probablement achetée avec ma carte Amex hier, riant fort, la tête rejetée en arrière, un verre de champagne à la main. Mes parents étaient à ses côtés, la regardant avec une adoration aveugle. Amaury faisait le pan devant quelques cousins éloignés et des amis beaufs, agitant nonchalamment les clés de la Porsche. Et là, je lui ai dit, « Écoute, le luxe, ça ne s'improvise pas. » Racontait Faustine d'une voix forte. Bref, mon nouvel investisseur a adoré mon projet, on va probablement ouvrir une succursale à Dubaï l'année prochaine. C'est fou comme le succès attire le succès. Le gravier de l'allée a crissé sous mes talons aiguilles. Un son net, distinct. Le silence s'est abattu sur le jardin comme une chape de plomb. La musique a semblé s'arrêter. Les rires se sont étranglés. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. Faustine a lâché son verre. Il a heurté le sol de la terrasse et s'est brisé en 1000 morceaux, mais personne n'a fait attention au bruit du cristal éclaté. Elle fixait Gatien comme si elle voyait un mort sortir de sa tombe. « Bérénice » a couiné ma mère, sa main portant un toast s'arrêtant à mi-chemin. J'ai avancé, le visage impassible, mes lunettes de soleil cachant mes yeux, Gatien sur mes talons tel un spectre vengeur. « Joyeuse Pâques, famille » ai-je lancé d'une voix claire, cristalline, qui a porté jusqu'au fond du jardin, traversant leur bulle de mensonges. « Qu'est-ce que tu fais là » a crié Faustine, se levant précipitamment, renversant sa chaise. « Je t'ai dit de ne pas venir. Tu n'as pas reçu mon message ? Et, qui est ? » Elle a vu Gatien en pleine lumière. Sa mâchoire s'est décrochée. Son visage est devenu gris. Pas pâle. Gris cendré. « Salut, chérie », a dit Gatien d'une voix calme mais chargée de 5 ans de souffrance. « Ça fait longtemps. Tu n'as pas changé. Toujours à boire le champagne des autres. Sortez » a hurlé mon père en se levant, rouge de colère, la serviette à la main. « Bérénice, tu oses venir ici et gâcher la fête de ta sœur avec tes histoires ? Et pourquoi tu amènes cet homme, ce voyou qui a battu ta sœur ? Tu n'as aucune honte ? Tu veux la traumatiser à nouveau ? » J'ai atteint le bout de la table. J'ai retiré mes lunettes de soleil lentement. J'ai posé mon sac à main, un vrai Hermès Birkin Himalaya, celui-là, d'une valeur inestimable sur la nappe, écrasant quelques pétales de fleurs. « La honte, papa, est un concept intéressant, » ai-je dit doucement. « Parlons-en, justement. »« Dégage !» a crié Amaury en s'avançant vers moi de manière menaçante, les poings serrés, essayant de jouer les protecteurs virils. « Tu n'es pas la bienvenue ici. Retourne dans ta jalousie. Personne ne veut de toi. » Mon garde du corps personnel, un colosse de 2 mètres qui était resté discret près du portail, a fait un pas en avant, sortant de l'ombre des arbres. Amaury s'est arrêté net, déglutissant difficilement, sa bravoure s'évaporant instantanément. J'ai souri à ma petite sœur terrifiée qui tremblait de tous ses membres. « Tu m'as dit de connaître ma place, Faustine. Je suis venue te montrer laquelle c'est. Et j'ai apporté des cadeaux. Beaucoup de cadeaux. » J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti un premier dossier. Un dossier bleu cartonné, épais. « Commençons par les nouvelles récentes », ai-je dit en le jetant sur la table, avec désinvolture. Il a glissé sur la nappe blanche, renversant une salière, et s'est arrêté juste devant l'assiette de mon père, entre le pâté en croûte et les œufs mimosa. Le dossier s'est ouvert à l'impact. Des feuilles se sont étalées. Des relevés bancaires détaillés, des contrats de leasing avec le logo Porsche, des photos de surveillance haute définition de la boutique Louis Vuitton datées d'hier soir. « Faustine, Amaury, expliquez à papa et maman comment vous avez payé cette magnifique Porsche garée devant ? Et les sacs de luxe que je vois posés là-bas sur la chaise de jardin ? C'est mon investisseur. » A bégayé Faustine, la sueur perlant sur son front, ses yeux cherchant une issue. « J'ai signé un contrat hier. Il m'a fait une avance.
Vraiment? Ai-je rétorqué, un sourire cruel aux lèvres. Parce que le contrat de leasing est au nom de Bérénice Delacroix. Avec mon ancien numéro de sécurité sociale. Avec mon ancienne adresse. Il y a eu un hoquet collectif autour de la table. Les cousins se sont regardés, choqués, chuchotant entre eux. Mon père a pris une feuille, ses mains tremblant tellement que le papier bruissait. Tu as volé mon identité, Faustine. Tu as usurpé mon nom pour dépenser 58 000 € en moins de 12 heures. Tu as signé de faux documents. Tu as imité ma signature. C'est un crime, Faustine. Un crime grave. C'est faux. Elle ment. A crié Faustine, sa voix montant dans les aigus, hystérique. Elle est jalouse. Elle a monté ça de toutes pièces avec son ordinateur. Elle veut me détruire parce que je suis heureuse. Maman, ne la crois pas. C'est une manipulatrice. Je me suis tournée vers Gatien, ignorant les cris de ma sœur. À toi, Gatien. Montre-leur qui est la vraie manipulatrice. Gatien s'est avancé. Il a sorti son téléphone et l'a connecté à une petite enceinte Bluetooth puissante qu'il avait sortie de sa poche. Il l'a posée au centre de la table. Vous vous souvenez tous de notre divorce? A demandé Gatien d'une voix tremblante mais forte, s'adressant à l'assemblée. Vous m'avez tous traité de monstre. Vous avez craché par terre quand je passais. Écoutez ça. C'est un message qu'elle m'a laissé par erreur sur mon répondeur le soir où elle a porté plainte. Elle croyait avoir raccroché. Il a appuyé sur lecture. Le son a rempli le jardin, clair, net, indéniable. C'était la voix de Faustine. Elle riait. Un rire ivre, méchant. Et la voix d'Amaury en fond. Allez Gatien, signe les papiers et casse-toi, disait la voix enregistrée. De toute façon, personne ne te croira. T'as vu ta gueule? J'ai juste à me cogner un peu la tête contre le mur de la salle de bain, faire quelques bleus sur mes bras, et hop, tu es un batteur de femmes. La police me croira toujours moi. Je garde la maison, le fric, et toi tu finis sous les ponts. T'es trop con, mon pauvre. Amaury, passe-moi la bouteille. Le silence dans le jardin était absolu, terrifiant. Même les oiseaux semblaient s'être tus, horrifiés. Le vent avait cessé de souffler. Mon père s'est rassis lourdement, comme si ses jambes avaient disparu. Il fixait l'enceinte comme si c'était une bombe. Ma mère portait la main à sa bouche, étouffant un cri, les yeux écarquillés de stupeur. Amaury a regardé sa femme avec horreur, reculant d'un pas. Tu t'es cogné toi-même? A-t-il murmuré. Mais tu m'avais dit qu'il t'avait jeté dans les escaliers. Tu m'as juré. C'est un trucage. C'est de l'IA. A hurlé Faustine, se levant et renversant la table à moitié. Ils sont ligués contre moi. C'est des faux. Ce n'est pas de l'IA, a coupé Gatien froidement. Et j'ai aussi les relevés bancaires où tu as vidé notre compte commun pour payer les dettes de jeu d'Amaury avant même qu'on soit divorcés. Les invités commençaient à reculer, mal à l'aise, prenant leurs sacs, cherchant à fuir ce désastre. L'image de la famille parfaite, de la réussite éclatante de Faustine, se désintégrait seconde après seconde, laissant place à la réalité crue, une escroc pathologique, un couple toxique, et une famille bâtie sur des mensonges. Papa, maman, a dit Faustine en pleurant, se jetant aux genoux de ma mère, agrippant sa jupe comme une enfant. Bérénice essaie de me tuer. Elle a toujours été méchante avec moi. Faites-la partir. Protégez-moi. Ma mère, toujours dans le déni, incapable d'accepter que sa princesse soit un monstre, a levé les yeux vers moi. Des larmes coulaient sur ses joues poudrées. Bérénice, s'il te plaît. C'est Pâques. On peut régler ça en famille, non? Pourquoi tu fais ça devant tout le monde? Tu as tellement d'argent maintenant, on le voit bien, qu'est-ce que ça te coûte d'aider ta sœur? C'était juste une voiture. Elle voulait juste être comme toi. J'ai ressenti un dégoût profond, viscéral. Même face à la preuve du crime, même face à l'enregistrement de sa cruauté, il la protégeait encore. Il me demandait encore de payer, de m'effacer, de pardonner l'impardonnable. Ce n'est pas une question d'argent, maman, ai-je dit, ma voix tremblante de rage contenue. C'est une question de justice.
C'est une question de dignité. Mais puisque vous parlez d'argent, puisque c'est le seul langage que vous comprenez, passons au plat de résistance. J'ai sorti le dernier document de mon sac. Le plus important. L'arme nucléaire. J'ai pris le titre de propriété de la maison. Je l'ai tenu en l'air, le papier blanc brillant sous le soleil de midi. Papa, tu te souviens de l'année 2019 ? Quand la banque menaçait de saisir la maison ? Quand les huissiers venaient taper à la porte tous les matins ? Tu as reçu une lettre disant qu'un fonds d'investissement anonyme avait racheté ta dette et te permettait de rester ici gratuitement, par charité. Mon père a hoché la tête, confus, les yeux vitreux. Oui, un miracle. On a prié, et Dieu nous a aidés. Ce n'était pas Dieu, papa. C'était moi. J'ai claqué le titre de propriété sur la table avec un bruit sec qui a fait sursauter tout le monde. Je suis la propriétaire de cette maison. Je suis la propriétaire de ce jardin. Je suis la propriétaire des murs qui vous abritent. Je paie l'électricité qui alimente les guirlandes. Je paie l'eau avec laquelle vous avez lavé les légumes ce matin. Je paie la taxe foncière. Je paie tout. Depuis 5 ans. Faustine a cessé de pleurer instantanément. Elle a regardé le papier, puis moi, avec une haine pure, non dissimulée. C'est à toi ? Oui. Et vous savez quelle est la règle du propriétaire ? Il ne loge pas les voleurs. Il ne loge pas les gens qui l'insultent. Il ne loge pas les parasites qui essaient de le détruire. J'ai regardé ma montre Cartier. 13h15. J'ai appelé la police avant de venir. Ils ont le dossier complet de Maître Vernier. Ils sont là pour l'usurpation d'identité, la fraude bancaire, et l'abus de confiance. Ils seront ici dans 2 minutes pour emmener Faustine et Amaury en garde à vue. Non. A crié ma mère, se levant d'un bond. Tu ne vas pas envoyer ta sœur en prison. Bérénice, je t'interdis. C'est ta sœur. C'est ton sang. Ce n'est plus de mon ressort, ai-je dit froidement. La machine judiciaire est lancée. Mais pour vous, papa, maman, j'ai un choix à vous proposer. Un choix simple. Je me suis penchée vers eux, dominant la table dévastée. Soit vous restez dans cette maison. Vous gardez votre confort, votre jardin, votre retraite paisible. Mais à une condition stricte, vous coupez les ponts financièrement avec Faustine. Plus d'argent, plus d'aide, plus de caution. Vous la laissez assumer ses crimes seule. Vous la laissez devenir adulte, pour la première fois de sa vie. Soit, ai-je continué, voyant qu'il hésitait, voyant qu'il regardait Faustine avec désespoir, soit vous choisissez votre petite chérie. Vous la soutenez. Vous lui payez un avocat avec votre petite retraite. Mais dans ce cas, je vends la maison. Je la mets en vente demain matin. Et vous avez 30 jours pour vider les lieux. Tous les 3. 30 jours pour trouver un logement avec vos dossiers de surendettement. L'ultimatum était posé. Brutal. Définitif. Le silence était lourd, suffocant. On entendait au loin les sirènes de police qui commençaient à hurler, se rapprochant rapidement. Faustine s'est accrochée au bras de mon père, ses ongles déchirant sa chemise. Papa! Ne la laisse pas faire. Dis-lui de partir. On s'en fout de sa maison, on ira ailleurs. On est une famille. Tu ne peux pas me laisser. Mon père a regardé Faustine, le visage déformé par la peur et la laideur de ses mensonges. Puis il a regardé la grande maison bourgeoise derrière lui, le symbole de son statut social, le seul toit qu'il avait. Il a regardé Amaury, le gendre raté et voleur. Et il m'a regardé, moi, la fille qu'il avait méprisée, mais qui tenait son destin et sa survie entre ses mains manucurées. Il a vu la réalité en face pour la première fois. Il a vu qu'il était vieux, pauvre, et à la merci de sa fille aînée. Il a doucement, très doucement, retiré le bras de Faustine du sien. Il a reculé d'un pas. Papa ? A chuchoté Faustine, incrédule. Il a baissé la tête et s'est détourné, refusant de croiser son regard. Il avait choisi. Il avait choisi le confort. Il avait choisi le toit au-dessus de sa tête plutôt que sa fille préférée. La lâcheté jusqu'au bout. L'instinct de survie avait vaincu l'amour aveugle.
Les gendarmes sont entrés dans le jardin par le portail resté ouvert. 2 officiers en uniforme, sérieux, professionnels, suivis de 2 autres. La réalité de la loi pénétrait dans ce cocon bourgeois. Madame Faustine Delacroix? Monsieur Amaury Legrand? A demandé l'officier le plus gradé. Faustine a tenté de courir vers la porte arrière de la maison, dans un réflexe absurde de fuite, mais Amaury l'a retenue par le bras. C'est elle. C'est son idée. A crié Amaury au policier, levant les mains en l'air. Elle m'a forcé. Je ne voulais pas signer. Elle a dit que sa sœur était d'accord. Elle a dit que Bérénice payait toujours. Je suis une victime. La trahison finale. Le couple parfait, les influenceurs du dimanche, s'entre-déchiraient devant l'adversité comme des rats dans un tonneau. Monsieur, madame, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, usurpation d'identité, faux et usage de faux, et fraude bancaire en bande organisée, a récité l'officier en leur passant les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Faustine hurlait, se débattant comme une furie alors que le métal froid se refermait sur ses poignets. Sa robe à fleurs s'est déchirée à l'épaule. Son maquillage coulait en traînées noires sur son visage déformé par la haine et la panique. Maman. Fais quelque chose. Bérénice, je suis désolée. Je te rembourserai. Je te jure. Bérénice, dis-leur d'arrêter. Je suis ta sœur. Je suis restée de marbre, sirotant un verre d'eau minérale que je m'étais servi sur la table renversée. Je la regardais, et je ne ressentais rien. Ni pitié, ni joie. Juste le sentiment du travail bien fait. Mes parents pleuraient, assis sur leur chaise de jardin, incapables de bouger, honteux devant les voisins qui regardaient par-dessus les haies, attirés par le bruit. Ma mère cachait son visage dans ses mains. Gatien, à côté de moi, avait les larmes aux yeux, mais c'étaient des larmes de soulagement, de libération. Il voyait enfin la justice s'abattre sur celle qui avait détruit sa vie et sa réputation. Il voyait le karma en action. Ils ont emmené Faustine et Amaury vers la voiture de patrouille garée devant le portail. Faustine donnait des coups de pied dans les portières, hurlant des obscénités. La Porsche Cayenne a été saisie sur le champ par une dépanneuse qui suivait la police, emportée comme un jouet cassé. Quand le calme est revenu, le jardin ressemblait à un champ de bataille après l'orage. La nappe était tachée de vin et de boue, la nourriture gâchée, les chaises renversées. Ma mère a levé la tête vers moi, ses yeux rouges de larmes. « Tu es contente ?» a-t-elle demandé d'une voix faible, tremblante. « Tu as détruit ta famille. Tu as envoyé ta sœur en prison. Tu es un monstre, Bérénice. Un monstre sans cœur. » J'ai pris mon sac à main Hermès. J'ai ajusté mes lunettes de soleil. Non, maman. J'ai nettoyé la famille. J'ai enlevé la pourriture qui rongeait cette maison depuis des années. Et pour ce qui est d'être un monstre, c'est vous qui m'avez créé. Vous m'avez appris que seule l'apparence comptait, que l'argent était roi, et que l'amour se méritait par la réussite. Aujourd'hui, j'ai juste retiré votre masque et je vous ai montré mon vrai visage. Je me suis dirigé vers la sortie, mes talons claquant une dernière fois sur le gravier. Le loyer est gratuit pour ce mois-ci, ai-je lancé par-dessus mon épaule sans me retourner. Mais ne me demandez plus jamais rien. Si je vois un seul centime de mon argent partir vers les frais d'avocat de Faustine, la maison est vendue le lendemain matin. Joyeuse Pâques. C'est la fin de cette histoire, mais c'est peut-être le début d'une réflexion pour vous. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver vous-même? Avez-vous déjà dû être le méchant pour rétablir la justice? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire de vengeance vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. 3 mois plus tard. Je suis assise sur la terrasse du café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, savourant un espresso serré. Le soleil de juillet brille sur Paris. Les touristes passent, insouciants. Les choses ont changé, vite et fort. La tempête est passée, laissant place à un calme nouveau. Faustine est en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis. Les preuves fournies par Maître Vernier étaient accablantes. Les vidéos, les traces IP, les témoignages. Elle risque 3 ans de prison ferme. Amaury, lâche jusqu'au bout,
a plaidé coupable contre elle pour obtenir une peine réduite et a demandé le divorce le jour même de l'arrestation, affirmant qu'il était sous son emprise psychologique. Une dernière ironie savoureuse. Gatien travaille maintenant pour moi. Il dirige la sécurité informatique d'Aurelia Biosciences. Il est méconnaissable. Il a repris du poids, il s'habille bien, il a une nouvelle copine, une architecte adorable, et pour la première fois depuis des années, il sourit vraiment. C'est mon employé le plus loyal, mon confident. Nous déjeunons ensemble tous les mardis. Quant à mes parents, ils vivent toujours dans la maison de Versailles. Mais c'est devenu une prison dorée, un mausolée de leurs erreurs. Ils n'osent plus sortir de peur du regard des voisins qui ont tout vu et tout entendu. Ils sont isolés. Ils m'envoient des lettres d'excuses chaque semaine, écrites sur du papier à lettres bon marché. Je ne les ouvre pas. Je les classe directement dans un dossier nommé passé. Je paie toujours les factures, par devoir, mais je ne leur parle plus. Le silence est ma réponse. Ils ont gardé leur maison, mais ils ont perdu leurs 2 filles. L'une est en prison, derrière des barreaux de fer. L'autre est devenue intouchable, derrière des barreaux d'argent. Je regarde les passants. Je vois des familles heureuses, des gens qui rient, des enfants qui mangent des glaces. Je ne ressens ni jalousie, ni amertume, ni tristesse. Je ressens une paix profonde, solide comme le roc. J'ai compris quelque chose d'essentiel ce jour de Pâques, en voyant ma sœur menottée et mon père détourner le regard. On ne choisit pas sa famille de sang, c'est une loterie biologique. Mais on choisit sa famille de cœur. On choisit ce qu'on tolère. On choisit qui on laisse entrer dans sa vie. J'ai fini mon café. J'ai laissé un pourboire généreux au serveur. Mon téléphone professionnel a vibré. Un message de Kenza, les investisseurs de Tokyo sont arrivés. Ils vous attendent dans la salle de réunion. J'ai souri. J'ai rangé mon téléphone. J'ai mis mes lunettes de soleil. La place qui était la mienne? Celle qu'ils voulaient que je garde? Je l'ai trouvée. Elle n'est pas dans l'ombre. Elle n'est pas dans la honte. Elle est au sommet. Et la vue est magnifique.